Quand on pense à Laurence d'Arabie, on pense tout de suite aventure, désert, rébellion. C'est l'image qu'on a tous en tête, non? Ce héros britannique en tenue bédouine qui a complètement captivé l'imagination du monde entier. Mais voilà la question. Qui était vraiment l'homme qui se cachait derrière ce mythe immense? Comment est-ce qu'un universitaire d'Oxford, un intellectuel, a pu devenir une icône mondiale pour ensuite, et c'est ça qui est fou, tout faire pour disparaître? C'est le mystère qu'on va tenter de percer aujourd'hui. Alors, avant de plonger dans la vie de l'homme, il faut absolument qu'on s'attarde sur la légende. Parce que c'est un mythe tellement puissant qu'il a failli effacer complètement la réalité. Et pour avoir une idée de son aura, eh bien, il a même impressionné Winston Churchill en personne. Quand Churchill dit ça, on comprend que la légende était déjà bien là, bien solide. Ce n'était pas n'importe qui, il était reconnu par les plus grands de son époque. Et voilà, c'est cette photo qui a tout changé. C'est l'image qui a tout déclenché. C'est un journaliste américain, Lowell Thomas, qui l'a rendu célèbre. Et d'un coup, Laurence est passé d'un officier britannique quasi inconnu à une superstar mondiale. Les spectacles de Thomas l'ont transformé en héros romantique, le fameux prince blanc de l'Arabie. La légende, elle est née là, à ce moment précis. Sauf que ce héros de légende, il ne sort pas de nulle part. Et ses origines sont assez surprenantes en fait. On est bien loin, mais alors très loin, des champs de bataille du désert. Regardez un peu cette chronologie. C'est une ascension absolument fulgurante. On parle de 4 ans à peine. Le type passe d'étudiant en châteaux médiévaux à agent de renseignement clé au Caire. C'est fou, non? En fait, sa connaissance du terrain, des langues, de la culture locale, ça le rendait tout simplement indispensable. Il était l'homme de la situation. Imaginez un peu le changement. C'est une transformation complètement radicale. L'archéologue, le nez dans les ruines du passé, se retrouve du jour au lendemain à devoir forger l'avenir de toute une région. La pression devait être énorme. Et c'est précisément à ce moment-là que Laurence entre vraiment dans l'histoire, avec un grand H. Il va jouer un rôle absolument central dans la fameuse révolte arabe contre l'Empire ottoman. Alors, sa stratégie, co-développée avec les leaders arabes, est d'une simplicité géniale. L'idée, c'est de dire « fini les grandes batailles rangées, ça ne marchera pas ». Avec des chefs comme l'émir Faisal, on mise tout sur la vitesse, sur le harcèlement constant. Le but, c'est simple. Paralyser l'ennemi en attaquant sans cesse ses lignes de ravitaillement. Et pendant ce temps, on avance vers le nord, vers l'objectif politique ultime, Damas. C'est de la guérilla, de la guerre asymétrique, bien avant que le mot soit à la mode. Et le truc, c'est que ça a marché, ça a incroyablement bien marché. La prise d'Aqaba, par exemple. Un coup de maître absolu. Personne, mais alors personne ne s'attendait à une attaque par la terre, par le désert. C'était jugé impossible. Et forcément, chaque victoire comme celle-là renforçait non seulement la révolte, mais aussi la légende de Lawrence. Mais, il y a un mais. La prise de Damas, qui aurait dû être le triomphe ultime, le couronnement de toute cette lutte pour un État arabe indépendant, eh bien ça s'est transformé en une désillusion. Une désillusion amère et profonde. Toute la tragédie est là, en fait. Pendant que Laurence, qui y croyait sincèrement, promettait un futur indépendant à ses alliés arabes sur le terrain, eh bien, dans les coulisses, les gouvernements européens négociaient en secret. Les fameux accords Sykes-Picot, signés dès 1916, avaient déjà tout prévu. Le partage de la région entre la France et la Grande-Bretagne. Donc, la vision de Laurence, cette carte, ce n'était qu'un rêve. La dure réalité politique, la réelle politique, avait déjà gagné. Et quand on lit ces mots, de Laurence lui-même, on sent la blessure. Elle est profonde. Il ne se sent pas juste trahi, il se sent complice. Complice d'une immense tromperie. Et cette honte, elle ne le quittera plus jamais. Elle va littéralement le hanter jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça, en grande partie, qui explique son besoin obsessionnel de disparaître après la guerre. Donc après la guerre, c'est le paradoxe total. Au moment même où sa renommée explose dans le monde entier, Laurence, lui, ne veut qu'une chose, s'échapper. Fuir à tout prix cette figure de Laurence d'Arabie qu'on a créée pour lui. Ce tableau résume parfaitement son conflit intérieur. D'un côté, le héros de guerre, le colonel Laurence. De l'autre, un simple soldat, T.E. Shaw. Il a refusé les plus grands honneurs, les médailles du roi, pour aller s'engager sous un faux nom dans la Royal Air Force. C'était vraiment une tentative désespérée. Il voulait tuer le mythe, tuer le colonel Laurence, pour redevenir un homme ordinaire, un anonyme. Son autre refuge, ça a été l'écriture. Avec son chef-d'œuvre Les 7 piliers de la sagesse, il a essayé de reprendre le contrôle, de raconter sa version de l'histoire, sa vérité sur la guerre. Mais même là, le paradoxe continue. Il fuit la célébrité, il va jusqu'à publier la première édition à perte, juste pour ne pas devenir un auteur à succès. 46 ans.
c'est tout. À peine 2 mois après avoir finalement quitté l'armée pour de bon, Tay Lawrence meurt dans un accident de moto. C'est une fin tellement brutale et presque absurde pour une vie qui a été vécue à une intensité absolument hors du commun. Alors au final, la question reste entière. Qui était-il vraiment? Un véritable héros dont les exploits militaires sont indéniables? Un imposteur qui a peut-être un peu embelli son propre rôle? Ou, et c'est peut-être la clé, la toute première victime de la célébrité mondiale moderne? Une célébrité qu'il n'a jamais voulu et qui a fini par le dévorer. L'héritage qu'il laisse est... il est aussi complexe, aussi mystérieux et fascinant que le désert qu'il a tant aimé.